effectivement, moi, je vais m'intéresser à la mise en œuvre concrète de la répression et répondre à la question de comment poursuivre les criminels de guerre qui agissent sur le territoire ukrainien. En fait, cette question amène à s'intéresser à l'effectivité de la répression et sur ce point, il y a plusieurs incertitudes que je vais tenter de lever, du moins en partie. Donc, pour répondre à la question de comment poursuivre, il faut répondre à deux questions en réalité. La première est celle de savoir devant quelle juridiction peut-on poursuivre ces auteurs. Et la seconde question est celle de savoir s'il y a des obstacles dirimants à l'exercice de cette répression. Alors, sur la question des juridictions, tout d'abord. Pour l'essentiel, je vais me contenter de l'essentiel, on peut imaginer deux voies, deux modèles possibles de justice pénale internationale pour poursuivre les auteurs de ces infractions. La première, celle à laquelle on pense tous immédiatement, c'est la Cour pénale internationale. Mais il ne faut pas oublier celles qui sont peut-être mieux placées, en tout cas certaines d'entre elles, les juridictions nationales. Donc revenons sur ces deux types de juridictions. Concernant la question de la Cour pénale internationale, cette Cour est-elle compétente pour connaître des faits commis sur le territoire ukrainien? En réalité, la réponse à cette question va dépendre de la qualification concernée. Intéressons-nous tout d'abord à la qualification de crime de guerre et éventuellement la qualification de crime contre l'humanité qui pourrait potentiellement être appliquée. Alors, concernant ces deux qualifications, la réponse est assez simple, relativement simple plutôt. Oui, la Cour pénale internationale peut être compétente. Alors pourquoi? Il faut revenir quand même sur quelques éléments théoriques avant de répondre à la question. En théorie, la Cour pénale internationale est compétente pour connaître des infractions qui sont commises soit par les ressortissants des États parties, soit sur le territoire des États parties. Mais en plus, le statut prévoit qu'il est possible que la Cour connaisse de faits commis soit par des ressortissants d'États qui ont accepté la compétence de la Cour, soit sur le territoire d'États qui ont accepté également cette compétence de la Cour. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont parties au statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Les deux ont signé la Convention, mais ne l'ont jamais ratifiée. Cela étant, l'Ukraine a accepté la compétence de la Cour. En fait, cette acceptation de la compétence de la Cour, elle a fait bien avant la situation que l'on connaît aujourd'hui. Deux déclarations ont été faites par le gouvernement ukrainien. La première déclaration date du 9 avril 2014. Dans cette déclaration, l'Ukraine accepte la compétence de la Cour pénale internationale, je cite, pour identifier, poursuivre et juger les auteurs et complices des actes commis sur le territoire ukrainien pendant la période du 21 novembre 2013 au 22 février 2014. En réalité, cette période correspond aux événements qui se sont tenus en Ukraine. Alors, tout d'abord par les manifestants pro-européens qui manifestaient contre le gouvernement pro-russe. Ces manifestations ont été réprimées par la violence ordonnée par le gouvernement et ont conduit à la révolution de Maïdan, du nom de la célèbre place sur laquelle les événements se sont produits, et qui ont débouché à la destitution du pouvoir en place, c'est-à-dire du président pro-russe et de son gouvernement. Président et gouvernement qui ont été remplacés par un président et un gouvernement pro-européen. La seconde déclaration, elle, date du 8 septembre 2015, et dans cette déclaration, l'Ukraine accepte la compétence de la Cour afin d'identifier, encore une fois, de poursuivre et de juger les auteurs et complices d'actes commis sur le territoire ukrainien depuis le 20 février 2014. En réalité, cette déclaration a été prise sur la base d'une résolution adoptée par le Parlement ukrainien qui acceptait la compétence de la Cour pénale internationale pour les faits commis par les soldats et les hauts responsables russes à propos de l'annexion de la Crimée, événement qui s'est produit juste après la révolution de Maïdan. Alors vous allez me dire, quel rapport avec les faits qui nous concernent aujourd'hui? En réalité, le procureur de la Cour pénale internationale profite du fait que dans cette deuxième déclaration, il n'y ait pas de limite temporelle à l'acceptation de la compétence de la Cour pour justifier la compétence de la Cour pénale internationale pour les faits de 2022. Mais en soi, la compétence de la Cour ne suffit pas. Encore faut-il que la Cour puisse exercer sa compétence et pour ce faire, elle doit être saisie. Alors, revenons également sur quelques éléments un peu théoriques.
Il existe 3 modes de saisine de la Cour pénale internationale prévus par le statut de Rome. Tout d'abord, la Cour peut être saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, elle peut être saisie par un État partie. Et enfin, elle peut être saisie par le procureur lui-même, c'est-à-dire le procureur va se saisir lui-même sur la base d'informations qui lui ont été communiquées. Une fois que le procureur est saisi par l'un de ces modes, il va réaliser ce qu'on appelle un examen préliminaire qui consiste notamment à vérifier s'il existe une base raisonnable de croire qu'ont été commis des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Si la réponse à cette question est positive, le procureur va décider d'ouvrir une enquête pour établir la véracité de ces infractions. Alors, s'agissant des faits de 2013 et 2014 que j'ai évoqués, le procureur s'est saisi lui-même. On parle de saisine proprio motu. Mais il faut savoir que le statut de Rome prévoit une particularité procédurale pour ce mode de saisie. Quand la Cour est saisie par le procureur lui-même, il ne peut pas décider de lui-même de mener une enquête après l'examen préliminaire. Pour ouvrir une enquête, il doit obtenir l'autorisation de la Cour, des juges, donc de la chambre préliminaire, pour réaliser cette enquête. Les faits qui nous concernent aujourd'hui, donc les faits de 2022, ont également fait l'objet d'une saisine proprio motu et dès le 28 février, le procureur de la Cour pénale internationale a fait savoir son intention de demander à la chambre préliminaire l'ouverture d'une enquête. Le problème, c'est qu'il fallait attendre l'autorisation et ce qui allait forcément retarder le début de l'enquête. Pour finalement contourner cette difficulté, le procureur a cherché à mobiliser un autre mode de saisine de la Cour pour évincer cette autorisation de la chambre préliminaire. Alors bien évidemment, la saisine par le Conseil de sécurité était totalement inenvisageable dans la mesure où la Russie est un État, était membre permanent du Conseil de sécurité et son veto faisait obstacle à toute saisine de la Cour par le Conseil. Restait alors donc la possibilité d'une saisine par un État partie. C'est pour cette raison que le procureur a fait un appel et cet appel a eu un écho assez rapide puisque 2 jours ou 3 jours après, une quarantaine d'États ont déféré la situation ukrainienne devant la Cour pénale internationale, de sorte que l'enquête a pu immédiatement être ouverte. S'agissant du crime d'agression, en revanche, la réponse est négative. La Cour pénale internationale ne peut pas être compétente pour juger les faits d'agression qui ont été décrits par Marie Bardet précédemment. Pour quelle raison? Parce que le crime d'agression n'existe pas depuis le début du statut de Rome. Il a été introduit par la suite, en 2010, par le sommet de Kampala, et à cette occasion, l'Assemblée générale des États parties ont introduit une particularité procédurale pour l'exercice de la compétence de la Cour. Contrairement aux autres crimes, pour que la Cour connaisse de faits de crimes d'agression, l'État sur le territoire duquel les faits sont commis ou les ressortissants doivent appartenir à un État qui est partie au statut de Rome. Or, comme je vous l'ai dit, ni l'Ukraine ni la Russie ne sont parties au statut de Rome, de sorte qu'il est absolument impossible pour la Cour de connaître ces faits de crimes d'agression. À côté de la Cour pénale internationale, il y a bien évidemment les juridictions nationales qui sont susceptibles de connaître des faits commis sur le territoire ukrainien. Alors bien évidemment, on pense immédiatement aux juridictions ukrainiennes qui sont les mieux placées, qui peuvent connaître des faits commis en Ukraine. C'est d'ailleurs, nous avons déjà quelques exemples, première condamnation pour crime de guerre qui a été prononcée il y a 2-3 jours, si ma mémoire est bonne, et plusieurs autres procédures sont entamées sur le territoire ukrainien. Cela étant, on peut douter de la capacité du système judiciaire ukrainien à poursuivre et juger l'ensemble des auteurs des infractions dans la mesure où il est dans un contexte de guerre. Il y a de fortes chances pour que le système, l'appareil judiciaire, soit totalement ou partiellement détruit dans les prochaines semaines. Bien évidemment, les juridictions russes sont compétentes pour juger les auteurs russes des infractions, mais là, encore une fois, il est peu probable que les juridictions russes se saisissent de ces affaires et poursuivent et jugent les auteurs russes des différentes infractions. Restent ensuite les juridictions des autres États, la France, mais comme d'autres. Ces juridictions peuvent connaître des faits commis en Ukraine sur la base de 2 fondements. Le premier fondement est la compétence personnelle passive. En fait, c'est un critère de compétence des juridictions pénales qui repose sur la nationalité des victimes, de sorte que les juridictions d'un État peuvent juger des faits commis à l'étranger lorsque l'une des victimes est un ressortissant de cet État.
Ainsi, la France, plus particulièrement le parquet national antiterroriste, a ouvert 4 enquêtes sur des faits commis en Ukraine au motif que parmi les victimes, il y avait un ressortissant français. Donc des faits à Mariupol, d'autres faits également dans la banlieue de Kiev. Mais finalement, le fondement le plus probable pour mener des poursuites contre des soldats russes par les juridictions des autres États reste la compétence universelle. La compétence universelle, c'est une compétence totalement exorbitante, totalement dérogatoire, qui permet aux juridictions d'un État de connaître de faits commis à l'étranger, par des étrangers, sur des étrangers. Mais en raison de la nature et de la particulière gravité de ces faits, des conventions internationales reconnaissent la possibilité pour les législateurs nationaux de prévoir la compétence de leur juridiction nationale. Il existe naturellement une compétence universelle des juridictions nationales pour connaître des crimes internationaux. La France a également prévu cette compétence universelle à l'article 189-11 du Code de procédure pénale. Mais il faut savoir que, paradoxalement, cette compétence universelle, concernant le cas français en tout cas, est particulièrement restrictive. Le texte prévoit un certain nombre de conditions qui rendent quasiment théorique l'exercice de cette compétence. Je vais m'intéresser qu'à une seule d'entre elles. Le texte prévoit que les juridictions françaises peuvent exercer leur compétence universelle pour des infractions internationales à la condition que le suspect réside sur le territoire français. Ce qui vous montre qu'en réalité, la France ne pourra jamais juger aucun ressortissant russe qui aurait participé aux faits commis sur le territoire ukrainien s'il ne réside pas sur le territoire français. Donc, si on doit faire un bilan, oui, il y a des juridictions qui sont théoriquement compétentes pour juger les auteurs d'infractions commises sur le territoire ukrainien. La Cour pénale internationale pour certaines, les juridictions nationales pour d'autres. Cela étant, il faut quand même préciser que les juridictions nationales ne pourront pas connaître des faits de crimes d'agression parce que, alors, à ma connaissance, il y a peut-être quelques exceptions, aucune législation nationale n'incrimine dans son droit cette infraction. Alors, ça s'explique par des raisons seulement de légitimité. Est-ce qu'un État est légitime à juger des faits de cette nature-là? Mais à la question de la juridiction compétente se pose une autre question, celle des obstacles. Est-ce qu'il existe des obstacles dirimants à l'exercice des poursuites, au jugement de ces infractions? En réalité, les obstacles sont assez nombreux. Je vais en évoquer quelques-uns. Tout d'abord, une série d'obstacles qui concernent les enquêtes, puis un obstacle qui concerne les poursuites. Alors, concernant les obstacles qui concernent les enquêtes, la difficulté tient au fait que les enquêtes ne peuvent pas être réalisées par la Cour pénale internationale elle-même ou par les juridictions nationales ou les autorités nationales telles que la France, puisque le principe de souveraineté fait obstacle à une intervention d'autorités extérieures sur le territoire d'un État. Donc concrètement, seuls peuvent enquêter sur les faits les autorités ukrainiennes et les autorités russes. Autant vous dire que la Russie risque de ne pas vouloir collaborer avec la Cour pénale internationale pour contribuer aux poursuites de ses ressortissants. En revanche, on peut se dire que l'Ukraine, elle, risque d'être de très bonne volonté et de collaborer avec la Cour pénale internationale. La difficulté est la même que précédemment. Il s'agit d'un pays dans un contexte de guerre et la priorité n'est pas l'exécution de l'obligation de coopération avec la Cour pénale internationale ou avec les autres États. C'est pour cette raison qu'il pourrait y avoir des difficultés pour la réalisation de ces enquêtes. Pour autant, de manière assez inédite, on peut constater plusieurs solutions trouvées dans le conflit ukrainien actuellement. Déjà, on peut mentionner que plusieurs États ont envoyé des enquêteurs et des experts sur le territoire ukrainien. C'est le cas, par exemple, de la France, qui a envoyé une quinzaine d'experts de la gendarmerie nationale sur le territoire ukrainien, avec l'accord des autorités ukrainiennes, naturellement, pour recueillir des preuves des infractions commises en Ukraine.
Également, on peut évoquer la décision du bureau du procureur de la Cour pénale internationale qui date du 17 mai, qui a envoyé pas moins de 42 enquêteurs et experts sur le territoire ukrainien pour renforcer les capacités d'enquête des Français, mais également d'autres États qui ont envoyé des enquêteurs. Alors pourquoi il s'agit d'une première? Parce que c'est la première fois que la Cour envoie une équipe aussi importante en termes d'effectifs. Autre fait marquant en matière d'enquête, on peut relever la création d'une équipe commune d'enquête. Équipe commune d'enquête, c'est une technique de coopération policière qui est généralement mise en œuvre dans le cadre d'infractions de droit commun, criminalité organisée, terrorisme, qui a été créée par la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine, et auquel on a associé, et là c'est parfaitement inédit, la Cour pénale internationale. Donc, on voit que la communauté internationale a imaginé des solutions totalement inédites pour essayer de pallier les risques de perte d'éléments de preuve. Concernant enfin les poursuites, il y a plusieurs obstacles, mais le plus problématique est sans nul doute la question des immunités. Le droit coutumier, le droit international coutumier prévoit une immunité de l'État, de ses émanations et de ses agents. Ce qui fait qu'il n'est pas possible de traduire en justice un chef d'État étranger, un chef du gouvernement, un ministre des Affaires étrangères, voire toute personne qui exerce des prérogatives de puissance publique. Alors, cette immunité n'a pas toujours la même portée et ne va pas jouer de la même manière devant les juridictions nationales et devant les juridictions internationales. Alors, déjà, sur la portée, elle est différente selon la personne, selon le titulaire de cette immunité. Certains jouissent d'une immunité personnelle qui est quasi absolue. Chef d'État, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères ne peuvent pas être traduits en justice pendant l'exercice de leurs fonctions, quelle que soit l'infraction qui leur est reprochée. Qu'il s'agisse d'une infraction en lien avec les fonctions ou totalement détachable des fonctions. En revanche, les autres agents de l'État, eux, jouissent d'une immunité, mais qui ne couvrira que les actes en lien avec les fonctions. Cette immunité va jouer différemment devant les juridictions internationales et devant les juridictions nationales. Devant les juridictions nationales, cette immunité joue pleinement. Ce qui veut dire que Poutine ne pourra pas être jugé, en principe, je précise, Poutine ne pourra pas être jugé devant les juridictions d'un autre État que les juridictions russes. Bon, là encore une fois, peu probable que les juridictions russes décident de traduire en justice Poutine pour les faits commis en Ukraine. Mais les autres juridictions ne pourront pas le poursuivre en raison de l'immunité. Alors je dis bien en principe parce que la Cour de cassation française semble admettre une exception à la règle de l'immunité du chef d'État étranger. Alors, on ne sait pas quelles sont ces exceptions, puisque la Cour ne s'est jamais prononcée sur ces exceptions, mais on pourrait imaginer que les infractions internationales fassent partie de ces exceptions. Bon, il s'agit là quand même d'une hypothèse qui est assez théorique, peu probable qu'un jour les juridictions françaises soient amenées à se prononcer, en tout cas sur l'affaire, sur le cas Poutine. Devant les juridictions internationales, l'immunité ne joue pas. Le statut de Rome le précise expressément à l'article 27, la qualité officielle des accusés n'est pas de nature à les exonérer de leurs responsabilités ou à faire obstacle aux poursuites devant la Cour pénale internationale. Ce qui fait que Poutine pourrait bien être jugé par la Cour pénale internationale. Mais il s'agit là peut-être d'une affirmation théorique, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Cour pénale internationale ne pouvant pas agir elle-même sur les territoires des États, doit obtenir la coopération des États. Et la difficulté qui se pose avec la coopération des États, c'est que les États, lorsqu'ils doivent coopérer avec la Cour, sont tiraillés entre cette obligation de coopérer et une autre obligation, celle de respecter le droit international, et notamment la règle coutumière qui leur empêche de porter atteinte à l'immunité du chef d'État. De sorte que certains États refusent de coopérer avec la Cour sous le prétexte de respecter le droit coutumier qui prévoit l'immunité des chefs d'État. On a eu de nombreux exemples avec l'affaire al-Bashir, qui est un chef d'État qui est poursuivi devant la Cour pénale internationale, et de nombreux États ont refusé de coopérer avec la Cour en remettant cet individu à la Cour au prétexte que l'immunité les empêchait d'agir.
Donc finalement, si on doit faire un bilan, on voit que déjà la compétence des juridictions n'est pas forcément acquise pour l'ensemble des faits qui peuvent être commis sur le territoire ukrainien. Mais même lorsque la compétence est reconnue par les différents textes internationaux ou les lois nationales, la mise en œuvre de cette compétence se heurte à des obstacles qui, parfois, peuvent être dirimants. Tout ça pour dire que si l'on souhaite, et si la communauté internationale, quasiment à l'unanimité, souhaite véritablement la poursuite des auteurs des infractions en Ukraine, il n'est vraiment pas acquis que la justice sera rendue. Je vous remercie.